veillette, vous avez fait une bonne partie de golf en fin de journée? Ça a bien été, un petit 9, un beau petit 39. Ça a bien été. Vous êtes content d'avoir un golf autour de chez vous? Pas seulement moi, beaucoup de gens sont très heureux d'avoir un golf et le jugent comme un patrimoine et un actif nécessaire à leur équilibre de vie, à leur milieu de vie. Alors, j'ai même joué avec deux nouveaux amis ce soir, mon épouse et deux nouveaux amis, deux personnes qui venaient du secteur P à Brossard, des gens d'affaires. C'est des gens qui sont très actifs, qui ont peut-être peu de temps à leur disposition, puis le fait d'avoir un terrain de golf à proximité dans leur ville, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient énormément. Ils sont dans le secteur P, ils ne sont pas dans le secteur C. Et puis pour eux aussi, quand je leur ai dit qu'ils étaient pour perdre ce golf-là, ils ont réalisé qu'ils perdraient quelque chose d'important dans leur vie. Qu'est-ce qui ferait, oui, justement, alors qu'est-ce qui ferait justement, qu'est-ce qui ferait perdre ce golf-là? Qu'est-ce qui pourrait détruire ce golf-là? Ben, c'est des nouveaux projets du promoteur. En fait, ce ne sont pas des nouveaux projets, mais c'est des projets qui semblaient être présentés avec une probabilité faible et qui, en fait, se réalisent, se concrétisent et d'une façon beaucoup plus cinglante, drastique, avec beaucoup plus d'impact que tout ce qui pouvait avoir été imaginé. Et ça, on l'a réalisé lors des séances du conseil municipal du 2 juillet dernier, de la séance du conseil d'agglo du 4 juillet dernier, où on nous a annoncé qu'on remplissait tous les étangs, tous les plans d'eau du golfe et en périphérie du golfe pour amorcer la construction. Au même moment, on nous a, le promoteur, pour obtenir ses approbations, a présenté des plans, plans qui n'avaient jamais été dévoilés à la population malgré leurs demandes insistantes, pressantes et consistantes depuis 2010, et puis qui n'avaient jamais trouvé écho du côté ni de l'entrepreneur, du promoteur, ni du côté de la ville. Donc, on a eu ces plans-là qui démontrent que non seulement le golf, on va bâtir dessus, mais aussi qu'on va bâtir en haute densité, contrairement à ce qui avait été annoncé et par le promoteur et par la ville, selon notre compréhension. Et les plans sont très clairs là-dessus. Ça va amener des nuisances importantes. Premièrement, ça détruit un patrimoine vieux de 50 ans. Ça détruit un milieu que j'appelle un milieu naturel aménagé, qui est tout à fait en ligne avec les Transit Oriented Development, où on promet des milieux de vie, tout à fait en ligne avec le PEMAD, qui prévoit la protection et la conservation des milieux naturels et du patrimoine bâti et des paysages. C'est exactement la définition de ce qu'on peut voir sur un golf, des choses qui sont naturelles. Donc, on voit pas, il n'y a aucune raison qui nous amène à penser que ce golf-là devrait disparaître, d'autant plus que le promoteur il a sûrement trouvé son profit, à notre avis, parce que les terrains se vendent à des prix faramineux de ce temps-ci, et depuis longtemps qu'ils se vendent à ces prix-là. Et d'autant plus que, justement, ce golf-là a vraiment servi de catalyseur à son développement pour la vente, parce que ça a créé un environnement vraiment unique à Brossard. Et puis, là où on se pose vraiment des questions sérieuses, c'est où s'arrête l'appétit de la municipalité pour les taxes, parce que au moment où le projet a été mis de l'avant, Brossard sur le golfe, on nous disait, ben ça nous prend des revenus de taxes. Entre-temps, ben, il y a le 10-30 qui est arrivé, et le 10-30 est reconnu non seulement comme le plus gros îlot de chaleur, un des plus gros îlots de chaleur au Canada, mais aussi un des plus gros générateurs de taxes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justifier de détruire un équilibre de vie, de milieu de vie, pour ajouter des taxes dans les coffres de la ville, alors qu'on regorge de taxes de sources commerciales qui sont ajoutées, qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine. Donc, à notre avis, là, on veut avoir le beurre, le pain du beurre et la fourchette et le couteau du beurre aussi. Là. On veut vraiment presser le citron à son maximum, et tout ça, malheureusement, au détriment des citoyens qui vont rester sur place, qui vont vivre dans ce milieu-là. C'est une bataille pour quoi? La protection de l'environnement, c'est pas nécessairement une bataille pour empêcher la ville de recevoir finalement des taxes, mais la ville a besoin finalement aussi de ces taxes-là pour continuer à offrir des services d'infrastructure, etc. Est-ce
Est-ce que ce projet-là, justement, n'amène pas de l'eau au moulin à la ville de Brossard, dans le sens, finalement, il y a des rentrées d'argent, il y a des intrants importants, là? Bien, en fait, les intrants, j'en parlais tout à l'heure, la quantité de taxes qui rentrent d'autres sources, à un moment donné, est suffisante pour combler les besoins financiers de la ville. Maintenant, il y a deux autres aspects à considérer. Le premier aspect, c'est que on veut amener de l'argent et de l'argent et de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau du contrôle des dépenses? Alors, la Ville a engagé du personnel additionnel dont l'engagement a été largement contesté, d'une part. Ça, c'est un autre problème. Mais revenons un petit peu à l'environnement et aussi à la destruction du golfe. Oui. Finalement, c'est un peu ce que vous blâmez, c'est un peu ce que vous défendez aussi, c'est-à-dire de maintenir le golfe, maintenir cet environnement vert-là, finalement, autour de ce qui a été bâti déjà, et qu'on s'arrête là. C'est un peu ce que vous demandez, là. Oui, parce que, juste pour compléter sur votre question des taxes, l'autre affaire, l'autre élément, c'est que les taxes servent pour entretenir une infrastructure qui est bâtie. Donc, si on ne la bâtit pas, on n'a pas besoin des taxes. Ça, c'est un autre point. Et donc, l'élément qu'on veut prévenir, c'est l'environnement, mais aussi le milieu de vie. L'environnement au sens large, donc l'écosystème, mais il y a aussi le milieu de vie des citoyens, des résidents. Et ça a été reconnu dans le rapport du BAP en 1999, lors d'audience qui a prévalu pour la création des infrastructures du quartier et qui mentionnait que l'environnement, c'est pas juste l'aspect écologique, mais c'est aussi le milieu de vie humain qui résulte des constructions qu'on y fait. Et d'ailleurs, je vous amène au niveau du BAP, là, on a actuellement une densité qui est au-dessus de 2000 habitations, qui était l'objectif de densité qui était visé au début du projet. Ce nouveau projet-là nous amène double cette densité-là, alors qu'on a des problèmes importants de circulation, on a des problèmes de bruit avec l'autoroute qui n'ont pas été résolus depuis le temps. On était supposé compenser le bruit additionnel de l'autoroute par une chaîne de bâtiments commerciaux. On l'a de l'autre côté avec le 10-30, mais malheureusement, l'effet d'avoir une chaîne de l'autre côté, c'est que la réverbération des ondes sonores qui s'en vient de notre côté encore plus. On n'a pas planté d'arbres sur le côté de l'autoroute, on n'a pas fait aucune mesure entre les bâtisses qui étaient là pour améliorer l'insonorisation. Alors, il y a des problèmes de bruit, il y a des problèmes de poussière, et vous imaginez qu'une construction pareille, ce que vont vivre les gens en termes d'enfer, de poussière et de circulation dans les prochaines années. Et eux le réalisent sûrement, qu'est-ce qu'ils vont vivre, parce qu'il y en a certains là-dedans qui viennent juste de se sortir de ce mode de construction-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à y retourner. Et puis d'ailleurs, la configuration actuelle qu'on voit dans le plan qui a été déposé par le promoteur, fait que les secteurs haute densité se déversent vers les secteurs basse densité. Donc, ces gens-là vont voir énormément de trafic passer à leur porte et ils vont voir aussi de la congestion, inévitablement. Puis, on n'a pas prévu d'infrastructure routière, finalement, pour desservir tout ça à la ville? En fait, ce qui est paradoxal dans ça, c'est qu'en 1999, la Ville et le promoteur, en faisant des projections pour 2000 unités, le message qu'ils ont donné au BAP, c'est on n'a pas besoin de plus d'infrastructures. Et effectivement, le BAP a réagi en coupant sur les demandes de la Ville, en réduisant de 3 à 2 voies certaines artères comme Chevrier, Lapinière et même Chevrier et même du quartier. Donc, à l'époque... Oui, mais compte tenu maintenant du nouveau projet, est-ce que le pape pourrait reviser sa décision? Vous croyez? Est-ce que vous, avec les citoyens, est-ce que vous allez demander au pape de faire des audiences pour reviser finalement la situation? Nous, c'est oui, effectivement, c'est notre objectif de demander une audience du pape pour reviser ce projet-là. Malheureusement, j'ai déjà fait des démarches auprès du pape pour discuter des possibilités. Alors, eux, ce qu'ils mentionnent, et c'est étrange, là, c'est qu'ils gèrent les infrastructures et tout ce qui est autour, mais ils ne gèrent pas ce qu'il y a en dedans. Donc, une fois qu'ils ont approuvé les infrastructures, les promoteurs peuvent se permettre
n'importe quoi, puis il n'y a aucune surveillance ou aucun contrôle qui s'exerce sur le contenu après qu'on ait déterminé les paramètres à l'extérieur du contenu. Donc, toutes les voies d'accès sont déterminées en fonction, ici, en 99, de 2000 habitations. Et puis, le promoteur décide d'en faire 4000, mais on ne révise rien. Le BAP ne révise rien, ne contraint pas le promoteur à s'en tenir à ses densités initiales. Et la ville non plus. Et la ville non plus, parce que c'est un projet privé, donc on ne peut rien faire. La seule... Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet intégré, ce qu'on appelle un projet intégré, c'est-à-dire que toutes les rues à l'intérieur de ce projet-là, les infrastructures, sont sous la responsabilité du promoteur ou c'est la ville qui doit fournir ces services-là? C'est la façon dont ça se produit, ou ça se réalise. Selon ma compréhension, je ne suis pas un expert du domaine, c'est que le promoteur va construire toutes les infrastructures, va bâtir les rues, va les céder à la ville une fois le développement. Donc, ce n'est pas intégré, mais c'est clé en main, dans le sens qu'on fait tout, puis après ça, on cède à la ville. Ce qui n'est pas sans causer de problème, parce que le promoteur peut vouloir économiser des sous, et entre autres, des gens du secteur C, du coin des Carriers, entre autres, du brossard sur le quartier du Golfe, me mentionnait que, puis même c'est un problème qu'on a vu dans le secteur L aussi, il n'y a pas de chaîne de trottoir. Alors, les eaux ne s'égouttent pas à l'intérieur de la rue vers des systèmes d'égouts. Ils s'en vont vers les terrains dans des systèmes d'égouts. Alors, ça crée des problèmes. Alors, donc, c'est des systèmes qui sont faits par les promoteurs et après ça, c'est cédé à la ville, mais des fois, il peut y avoir des choses qui sont faites d'une façon que c'est pas nécessairement très positif pour les gens qui vivent là. Quels sont vos recours, là, justement? Mais le projet est presque complété pour eux, là. C'est dessiné, c'est déposé ou c'est... Ce n'est pas déposé officiellement, selon les dires de la ville. Donc, ce n'est pas déposé officiellement à l'urbanisme, donc ce n'est pas approuvé. Il y a une autre étape aussi qui est l'obtention du certificat d'autorisation du MDDEFP pour le remplissage des cours d'eau. Donc, on s'attaque immédiatement à cet élément-là comme premier élément. Ça va être l'élément clé de votre défense. La première. Ouais. C'est la première étape de notre défense. Okay. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a les recours juridiques possibles, les injonctions. On est maintenant supporté par Juripop, une firme, pas une firme, une organisation de support juridique. Pour les causes, justement, municipales. Il y a un volet spécial qui s'est ouvert cette année pour ça. On est parmi les premiers à utiliser ce recours-là. Alors, on va utiliser toutes les ressources possibles parce que les citoyens veulent vraiment conserver leur patrimoine. Et on peut vraiment parler de cette façon-là parce que non seulement nous, on le considère comme un patrimoine, mais le promoteur même le considérait comme un patrimoine lors de son dépôt, dans son mémoire qu'il a déposé au BAP en 99. Et ce qui a amené le promoteur à créer le projet Brossard sur le Golfe en 99, c'est ça? Exactement. Ouais. En tenant compte des aspects environnementaux, mais aujourd'hui, il fait 180 degrés, puis il veut développer en densité sur le terrain du Golfe, finalement. Oui, contrairement à ses prétentions, à ce qu'on a perçu de ses prétentions initiales, du moins qu'il nous a mentionné par la voie des journaux et de la publicité en octobre 90 dans les journaux locaux, où il mentionnait que, encore une fois, c'est peu probable qu'il y ait autre chose que du développement unifamilial de haut de gamme sur le Golfe. Alors, on s'est toujours défendu du côté du promoteur par la question de la probabilité. Maintenant, comment on a utilisé cette probabilité-là? On la questionne, la façon d'utiliser la probabilité. Est-ce qu'on identifie comme peu probable quelque chose qui a une forte probabilité de se réaliser? Parce que dans l'esprit des gens, ça crée une confusion, ça laisse penser que ce qui est peu probable, comme la construction haute densité, c'est peu probable, mais que dans le fond, le plan ultime du promoteur pourrait être de faire de la haute densité et que la faible probabilité, c'est d'avoir du unifamilial haut de gamme.
c'est un peu compliqué la façon dont je l'exprime, là, mais c'est un peu comme si on présente la réalité de ce qu'on veut faire à l'envers pour que les gens soient dans une confusion quelconque pour qu'ils n'agissent pas sur la situation. Les deux promoteurs, en 99, avec Brossard sur le Golfe, avaient signé, en fait, des ententes avec des acheteurs de 15 ou de 25 ans, comme quoi ils n'étaient pas pour modifier ces plans. Mais là, est-ce qu'il y a eu des contrats signés? Est-ce qu'il y a eu des lettres d'entente? Est-ce qu'il y a des preuves écrites et signées de cette intention de la part du promoteur? Certains propriétaires m'ont mentionné, et par contre, je n'ai pas vérifié ces mentions-là, qu'ils avaient dans leur contrat d'achat la présence d'un golf à l'arrière de leur maison. Ce qu'on peut identifier, c'est que donc il y a plusieurs contrats qui ont été signés avec différentes clauses, mais que la principale chose, d'après moi, qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, ce qu'on a vendu, c'est Brossard sur le Golfe. Le promoteur a déclaré au BAP de façon officielle que ce qu'il voulait faire avec le golf, c'était le maintenir dans son état actuel, donc un 18 trous, et à ce moment-là, il y avait aussi un champ de pratique, et de l'améliorer pour en faire le poumon de son développement. Alors, on n'enlève pas un poumon, il faut qu'il reste là, le poumon. Et puis, si on le transpose au niveau environnemental, avec tout ce qui s'est bâti autour récemment, le 10-30, la densification du reste du secteur C, je pense que le secteur C et Brossard ont besoin de conserver leurs poumons. Alors ça va être la pierre d'achoppement de votre défense, ou en fait de votre attaque, si je peux dire, aussi, en même temps. Mais est-ce qu'il y a un autre aspect, un aspect un peu plus juridique dans cette démarche-là, à savoir que les acheteurs, à l'époque, en 1999, ont été un petit peu bernés par le promoteur? C'est certain que la voie des recours versus le droit privé, donc le droit à la propriété de nature privée va être exploité de par les contenus des contrats qui ont été signés. Alors, si les contrats ne sont pas respectés, ça en est un. D'autre part, on a parlé des représentations. On nous a vendu Brossard sur le Golfe. Alors, si des représentations étaient faites, verbales ou écrites, ce que l'avocat nous mentionnait lors de notre rencontre que j'ai organisée le 1er août dernier, s'il y a eu des représentations qui ne se sont pas réalisées comme elles ont été présentées, il y a quelqu'un qui devrait normalement répondre de ces représentations-là qui ont été erronées. Dans un contexte comme celui-là, quel serait le jeu de la ville, du conseil municipal ou du maire, peu importe? En fait, ce qu'on s'attend d'une administration municipale, c'est qu'elle s'assure d'équilibrer à la fois ses revenus taxes et la qualité de vie de ses citoyens. Dans notre cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déséquilibre parce que la qualité de vie des citoyens va être dégradée de façon sérieuse et indue, à notre avis, parce qu'il y a beaucoup de taxes qui rentrent présentement dans les coffres de la ville. C'est certain qu'il y a beaucoup d'infrastructures à entretenir, mais dans le fond, on n'y gagnera pas si on fait plus de construction, on va avoir plus d'infrastructures à entretenir. Alors, nous, on croit que l'équilibre a été rompu, et on l'a mentionné à plusieurs reprises pour différents projets. Dans le secteur C, on n'a pas de parc qui a vraiment du sens au niveau, par exemple, des plateaux sportifs qui sont en dessous des fils électriques. Pas loin de chez moi, il y a un parc dont on a été obligé de louer le terrain aux promoteurs parce qu'on a permis aux promoteurs de monnayer les espaces verts ou les terrains prévus pour les parcs. Alors, on a accepté l'argent à la ville, il n'y a plus de place pour les parcs, on a été obligé de louer aux promoteurs, donc de relouer le terrain pour lequel on avait accepté l'argent. On retourne l'argent finalement, puis on n'a pas plus de parcs, on perd l'immobilier. Et donc, il y a un équilibre qui est rompu. Il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes d'îlots de chaleur. Et puis là, je pense que l'administration municipale a mentionné en conseil municipal qu'il ne pouvait rien faire. Et nous, ce qu'on maintient aussi avec les avis juridiques qu'on a reçus, c'est que surtout c'est une question de volonté politique et que la Ville a beaucoup de pouvoir en termes de zonage qui pourrait permettre au golf de subsister.
sous une forme ou sur une autre. Et c'est certain que nous ayant été vendus Brossard sur le golf, et moi-même étant un golfeur, je juge que c'est une activité très saine, le golf, puis universelle, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, c'est un milieu de rencontre. Alors, on ne peut pas enlever ça d'une communauté comme ça pour avoir plus d'argent de taxes avec l'argent de taxes qui se collecte actuellement à Brossard. Vous défendez cette cause-là avec plusieurs autres citoyens. Certains politiciens vont dire que vous avez un agenda politique en vue des prochaines élections. C'est vrai, ça? Notre intervention, même si on est... alors, Participation citoyenne Brossard, dont je suis le président, cofondateur, c'est un organisme non partisan. Est-ce qu'on peut dire apolitique? Peut-être pas, parce que toute intervention de citoyens a un impact politique. Maintenant, on favorise même, dans ce cas-ci, les gens à demander aux candidats de se prononcer sur la question du golf. Donc, on invite même des gens qui veulent défendre le golf à se présenter en politique, parce que on pense qu'on n'est pas nécessairement bien représenté actuellement de ce point de vue-là, du point de vue de protection de l'environnement, mais pour répondre directement à votre question, je n'ai pas d'agenda politique en termes de me présenter pour un poste de maire ou de conseiller. Mais depuis certains mois, à toutes les séances, à plusieurs séances du conseil de ville, vous intervenez. Il y a M. Gagné également qui intervient, M. Cuerrier aussi. M. Sénécal. M. Sénécal également, et plusieurs autres également qui interviennent. Est-ce que le fait d'être obligé d'intervenir comme ça, c'est parce qu'il y a un vacuum, un vide au niveau de l'opposition, là? C'est certain qu'avec un seul conseiller d'opposition, il y a des moyens insuffisants. Oui, tout à fait. Et je crois qu'on est solidaire de M. Assaf sans être partisan de M. Assaf. Alors, à un certain moment, le maire m'a qualifié d'un qualificatif de membre de l'équipe de M. Assaf. Je suis indépendant de pensée. Je ne suis pas une ligne de parti. Et puis, quand M. Assaf fera des bourdes, on lui mentionnera aussi, mais pour l'instant, c'est pas lui qui a le pouvoir, donc c'est pas lui qui fait les bourdes. Alors, on ne peut pas reprocher à M. Assaf. Au contraire, dans le cas qui nous intéresse ici, le cas du Remblai, c'est même M. Assaf qui nous a mis la puce à l'oreille. Il a dit, il y a quelque chose qui va se passer à l'agglomération. Regardez, soyez attentifs au conseil municipal, demandez des documents. Et si ça n'avait été de lui, ça aurait passé inaperçu. Alors, on se rend compte de l'importance d'avoir différents modes de pensée à l'hôtel de ville. On peut l'appeler l'opposition, mais en fait, j'aime pas beaucoup parler d'opposition. J'aimerais mieux parler de vues différentes pour adresser des problématiques communes de façon à obtenir les meilleures solutions. Tandis que là, les lignes de parti et tout ça, ça déforme, ça distorsionne complètement le vrai enjeu de... C'est plus une position citoyenne qu'une opposition, finalement. Exactement. Ça. Nous, mais là, justement, on ne se bat pas contre le pouvoir d'un parti systématiquement, mais contre des choses qui nous sont complètement non acceptables. Et là, quand on parle de qualité de vie, de milieu de vie, on peut difficilement toucher à plus profond que ces éléments-là. Il va y avoir une séance à la fin du mois d'août, le 26, je pense. Le 26 août. Le 26 août. Est-ce que vous allez faire un peu de tapage sur cette question-là? On va certainement faire valoir que nous, notre position, c'est que pour obtenir notre vote, les candidats devront nous prouver, et devront nous prouver de façon crédible, qu'ils vont sauver notre environnement, qui vont s'assurer de garder le golf intégralement comme il est là, et s'assurer aussi de prévenir tout développement de forte densité qui pourrait nuire à la qualité de vie des gens dans le secteur. Bonne chance, merci, monsieur. Merci.